puis j'aime dire que j'ai troqué mon fusil pour un clavier à un moment donné. J'étais au primaire, j'enseignais à mes profs comment ça marchait, l'informatique. J'ai parti gérer un réseau local de 200 personnes vers gérer la base de Montréal au complet, qui est 25 sites, 5 quartiers généraux, 5000 usagers. Donc, on démontrait, inventaire à l'appui, voici ce qu'on a, voici qu'est-ce qui est à risque. Alors, on savait dans quoi qu'on s'embarquait. Est-ce que les entreprises avaient fait la même affaire? Pas tout le monde. Tout dépend d'un téléphone. Tu le perds, ton téléphone, pendant que tu fais quoi que ce soit d'activité. Ouais. Là, c'est plus... tu peux partir avec le char. Mais la réalité, c'est qu'il fallait se préparer. Jonathan, est-ce que tu as déjà pensé à toute l'information que tu avais divulguée à travers tes nombreux véhicules? Non. Puis tu m'as amené quelqu'un qu'on va présenter. J'étais après me demander mon nouveau pick-up, mon Dodge Ram, qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il diffuse à des gens, puis même les anciennes voitures que j'ai eues, puis même nos autos à livraison. Bien, c'est Ça clair. va jusqu'à où? Parce que vous avez des Chevrolet Bolt, Oui. notamment en livraison. Moi, j'ai eu une Chevrolet Bolt que j'ai vendue il y a plus d'1 an. Et encore aujourd'hui, sur mon application OnStar, je reçois un message à chaque fois que la voiture est rechargée. Alors, j'imagine, fois le nombre de véhicules que vous avez, à quel point les informations sont divulguées. Et l'expert qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité. Et là, attends un peu, je vais te lire ce qu'il a fait pour nous donner une idée du personnage. Ancien sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité, ça rentre pas sur une carte d'affaires. Ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale et il est présentement président fondateur de son entreprise InfoSec SW. Est-ce que je le nomme comme il faut? Oui, Antoine. Je l'ai eu? Oui, Parfait, absolument. merci. Merci d'être là, Steve. Ben, merci de l'invitation. Vraiment, vraiment intéressant parce que on a un sujet qui impacte tout le monde, mais peu de gens se posent de questions sur évidemment, la cybersécurité et plus spécifiquement en automobile parce que, bon, on pourrait parler de ça dans toutes les sphères d'activité qu'on passe. Les gens sont évidemment très conscients qu'ils se font écouter quotidiennement. J'ai juste à dire le mot « jujube » et je sais que tantôt sur ma page Facebook, Mondou va me proposer d'acheter des jujubes. Mais souvent, Antoine, on pense souvent au téléphone. Je pense qu'on va réaliser, nous et les auditeurs, là, les autos nous écoutent. Il y a plein d'autres façons de se faire écouter. C'est incroyable. Bon, on te reçoit aujourd'hui à titre d'expert en cybersécurité, mais pour mieux comprendre ton champ de compétences, d'expertise, explique-nous un peu quel est ton background. Ben, le background, c'est pas compliqué. J'en parlais juste avant d'entrer avec Jonathan. J'ai commencé dans l'armée, vraiment, là, à faire. Puis j'aime dire que j'ai troqué mon fusil pour un clavier à un moment donné, OK. au milieu des années 90, parce que l'informatisation, la transformation numérique, ça c'est le mot à la mode, s'en venait au gouvernement pour intégrer les systèmes de courrier électronique. Donc, remplacer le formulaire en 3 copies carbone vers le courrier électronique, pour toutes sortes de demandes. Et il n'y avait pas de métier à ce moment-là. Et donc, ils ont demandé à tout le monde qui avait un intérêt, compétences et connaissances, j'étais dans le décor, et dire venez faire l'entretien. Fait que là, je me suis retrouvé à être le gestionnaire du réseau du quartier général ici à Montréal qui s'occupait de la région du Québec pour intégrer et faire travailler ce monde-là, à connaître puis entretenir le réseau, qui était très intéressant. Mais ça te prend des bases informatiques quand même. Oui. Puis j'ai étudié à TECAR pendant 3 ans. TECAR, qui était une école d'électronique puis informatique dans les années 80, de bonne réputation. Aujourd'hui, elle n'existe plus. TECAR existe, mais plus la vocation qu'elle avait dans le temps. Et c'était fort agréable de faire cette éducation-là. Mais même avant d'aller à l'éducation formelle, j'étais au primaire, j'enseignais à mes profs comment ça marchait, l'informatique. Là. Quand les premiers Apple II étaient là, les premiers Mac sont apparus au secondaire. Tu sais. Puis le soir, je lui donnais des cours sur le volet, alors que dans le jour, il m'enseignait la géographie. Tu sais. C'était ça. OK. Mais encore aujourd'hui, ça va tellement vite que tu dois suivre des cours chaque semaine ou chaque mois. Pour quelqu'un qui veut s'améliorer constamment puis être en avant-plan, oui. Puis il y en a beaucoup qui restent juste à la remorque des événements, puis c'est bien assez pour eux autres. Mais tu sais, j'ai toujours aimé ça, être en avant de la parade. J'aime pas ça d'être à la remorque,
Parce que quand tu te fais traîner, là, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais quand tu es en avant, c'est toi qui set le trend, comme on dit. Là, tu fais la trail, autrement dit, tu fais ton chemin, puis à ce moment-là, ben là, les autres vont te suivre. Puis c'est toi qui décides où est-ce que ça va s'en aller. T'es moins vulnérable. Ben, peut-être, là, mais moi, j'ai toujours aimé mieux d'être là en avant. Fait que c'est le fun. Là, tu fais face à de l'adversité, oui, parce que des fois, c'est de l'inconnu. Là, tu te dis, fudge, je passe par où? Mais tout ça pour dire, tu sais, dans les responsabilités, j'ai parti gérer un réseau local de 200 personnes vers gérer la base de Montréal au complet, qui est 25 sites, 5 quartiers généraux, 5000 usagers. Tout ça après le verglas de 98, tout ça en vue de l'an 2000, puis pendant qu'il y a des opérations internationales 24 heures de temps, il ne fallait pas que tu perdes un email quand il fallait que tu fasses des transitions de serveurs. En tout cas, c'était vraiment... Le bug de l'an 2000, hein? Hey, c'est sérieux, ça, cette affaire-là. Parce qu'il y en a eu des vrais cas, là. On va dire c'était documenté, mais... Les grandes applications ont été traitées 10 ans avant. Tu sais, c'était connu, ils ont fait des essais. Hey, il faut corriger ça. La panique qui était pour avoir et qu'on anticipait, c'est le facteur humain, que s'il voyait une lumière qui n'allumait plus, tu sais, ou des feux de circulation qui ne fonctionneraient plus, bang, là, la société aurait pris ça en filon, puis là, elle aurait dit, hey, le monde est en train de s'écrouler, comme on a vu dans un paquet de films, puis de toutes sortes d'affaires qui riaient de ça. Mais la réalité, c'est qu'il fallait se préparer que si jamais, juste dans ma sphère de responsabilité, j'étais à l'officier de sécurité informatique à ce moment-là de la base, ben si le réseau téléphonique tombe, pour une raison quelle qu'elle soit, ben on avait un backup satellitaire. Chacun des régions avait un satellite, vraiment là, vers Annick, toute la constellation. Il n'y a pas d'affaires fantasmagoriques dans ces années-là. Tu sais, Starlink, ça n'existait pas. Là. Fait que c'était rudimentaire. Et là, on aurait eu des moyens pour faire le commandement et contrôle à travers le Canada au complet. Combien c'est dépensé d'argent pour le bug de l'an 2000? On ne veut même pas le savoir. Ouais, mais Antoine, c'est toujours ça l'enjeu, c'est d'être prêt pour anticiper qu'est-ce qui peut arriver et non pas avoir de l'air fou et de réagir à un événement comme ça. Parce que là, toute la société se serait virée vers les autorités puis dire « Êtes-vous prêts? Qu'est-ce qu'on fait? » C'est ça, il faut garder confiance. On a vu ce que ça a donné avec la COVID. Bon, une autre histoire. Oui, c'est pas mon domaine, je peux pas commenter là-dessus. Mais moi, je peux te dire que si tu te prépares pas, ben là, c'est certain que tu as de l'air fou puis tu deviens inutile dans l'équation pour aider les gens. Alors que si tu démontres, oui, tu dis que ça va coûter de l'argent, mais tu n'as rien sans rien. Bien là, si tu te prépares, tu t'entraînes, on a pris un an pour s'entraîner. Il a fallu qu'on fasse l'inventaire de toutes les pièces électroniques qu'on avait à la portée de la main, les étamper, ça passe-tu l'an 2000 avec la date, c'était ça l'enjeu, ou bien il faut faire un restart manuel ou ajuster l'horloge manuellement, comme un cadran à la maison, mettons, ou le four micro-ondes. Ben, c'était ça, donc on démontrait, inventaire à l'appui, voici ce qu'on a, voici qu'est-ce qui est à risque. Alors, on savait dans quoi qu'on s'embarquait. Mais est-ce que les entreprises avaient fait la même affaire? Mais pas tout le monde. Il y en a qui se sont fait prendre. Ben oui, et c'est comme ça qu'il y en a qui disaient, tabarnouche, on s'est fait gruger, on s'est fait manger par le bug. Peut-être, mais tu n'avais pas fait tes démarches avant. Oui. Tu n'avais pas prévenu avant de... Exactement. C'est quoi que les gens en général font chaque jour qui les rend vulnérables? Se servir d'Internet sans regarder où ils vont. C'est vraiment, les gens aiment beaucoup la technologie. Tout le monde on est tous comme ça. Je veux dire, on profite de qu'est-ce qu'on a devant nous. On dit, hey, on va acheter une technologie, on va s'en servir, on va l'exploiter. C'est parfait. C'est juste qu'aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qui était il y a 50 ans comme électronique n'est pas aujourd'hui la même affaire. Si on prend un téléviseur, moi, je viens de l'époque des téléviseurs à lampe. Je réparais ça dans ma jeunesse. Puis aujourd'hui, le concept du modèle dit intelligent, mais en passant, on va se le dire entre nous autres, tout ce qui est à connotation intelligente, ça veut dire que ça collecte des données. Donc, ça ne travaille pas pour nous autres, ça travaille pour quelqu'un d'autre à l'extérieur. Qui peuvent revendre ou... Tout à fait. Ça, tout à fait. Non, mais on va, avec les autos, on va en parler tantôt, tu sais. Parce que c'est ça le concept, la modélisation là-dedans. Aujourd'hui, tous les produits qu'on voit dans le magasin, dans la vitrine, là, c'est tout marqué intelligent. Bien, mettons ça à côté. Intelligent égale collecte de données. Et c'est là qu'aujourd'hui, les gens consomment n'importe quoi qui est présenté devant eux autres sans questionner. Télé, n'importe quel cossin qu'on peut dire électronique. On va même ajouter le véhicule là-dedans. Donc, le consommateur est complice un peu comment est-ce que le marché s'est comporté jusqu'à présent, et c'est-à-dire les offres qu'on se fait donner de quoi que ce soit de produits électroniques. Bien, personne ne questionne rien et les fabricants font du n'importe quoi. Puis les gens consomment du n'importe quoi. Fait que quand ils vont sur Internet, après ça, ils se demandent mais pourquoi tout le monde est au courant de ma vie privée? Bien, c'est parce que tu as rentré bien des affaires à quelque part, tu n'as pas d'affaires. Hein. C'est là, je pense qu'on est tous inconscients. Oui, c'est un peu ça. C'est malgré tout le monde, les gens, quand on leur explique, ils comprennent puis ils arrêtent. Mais c'est cette éducation-là qui n'a pas suivi. Et comme ça, après, les gens embarquent
dans cette, on va dire, la mouvance ou le courant de la rivière électronique. Mais Il se en faut même emmener temps, dedans, là. En même temps, c'est très difficile d'imaginer jusqu'où ça peut se rendre parce que ça dépasse le champ de compétences de 99,9 % des gens. Tu sais, moi, t'as beau me dire, on collecte mes données avec mon Google casque que j'ai à la maison Ouais. ou avec la voiture que je conduis ou avec mon téléphone ou ma montre intelligente. Je comprends, mais jusqu'où ça se rend? Puis à quel point il faut que je me taise d'une journée pour plus partager mes informations? Tu sais, les gens n'ont pas... Il n'y a pas de réponse définie. Ben, On les peut gens pas arrêter abdiquent. ça. C'est ça. Les gens abdiquent une moment parce que c'est trop. Pour Totalement. Ben gérer oui. son quotidien, c'est pas gérer l'informatique qui va autour. À un moment donné, tu as d'autres chats à fouetter, comme Oui. on dit. Là. Fait que comme tu dis, OK, on met ça de côté, j'y repenserai plus tard. Mais plus tard, vient pas. Puis après ça, les gens se retrouvent devant un facon. Oui, on pèle par en avant. Voilà. En automobile, ça s'applique comment, tout ça? Bien, ça s'applique à travers les dernières années. On a vu, premièrement, le véhicule lui-même est devenu beaucoup plus électronique. Je te dirais, par être témoin de première ligne de l'évolution depuis, mettons, Ouais. 2014-2015, là, autour de là, c'est là. 2014-2015. Donc, à partir des débuts de Sync chez Ford, ce genre de truc-là. Là. Exactement. OK. Bon, ça, c'est un bon marqueur. Je dis ça parce que par rapport à mon véhicule, je te comptais tout à l'heure, tu sais, je suis pas mal dans la fin des véhicules dits analogues. Ouais. Oui, il y a un ordinateur de bord. Il y a des ordinateurs de bord de fait longtemps dans les véhicules, on s'entend. oui. Mais là, qui incorpore l'intégration, justement, du téléphone cellulaire qui se connecte au véhicule et que là, l'ordinateur, pour s'adonner à avoir du plaisir dans le véhicule, c'est lui qui gère le véhicule au complet. Ouais. C'est là que ça a commencé, là, je te dirais, la coupure franche. Là. Donc, ça fait pas si longtemps. Non, mais quand même... Mais ça a évolué à vitesse grand V. Ben, c'est ça, parce que nous autres, ici, on va se compter un petit secret. V'là 20 ans, là, quand les premiers ordinateurs existaient, là, il était faisable de, comme on dit dans le jargon, hors-chipper le véhicule Mhm. pour augmenter les performances. Oui. Puis ça, aujourd'hui, là, c'est plus difficile d'être capable d'avoir accès juste à ce cœur-là que dans le temps, tu connaissais les bonnes personnes, tu allais aux bonnes places, puis là, tu pouvais chipper ton auto, tu avais une meilleure Oh, performance. Ça, c'était le fun, ça. Tu sais, dans les bonnes années, l'électronique de base. Là, c'est Mais là que, tu peux encore le faire, mais oui, c'est... Il y a Voilà. des traces qui restent. ben, c'est là que c'est plus compliqué. Exactement. Fait que quand c'est mal fait, ben là, tu peux même scraper ton char, puis tu es obligé de racheter un ordinateur central, puis ça coûte les Ouais, yeux de ouais. la tête. Mais tout ça pour dire, dans le quotidien, ben, le véhicule fait beaucoup plus que juste amener la personne du point A au point B. Elle lui donne un paquet d'options sur les performances du véhicule, ça va de soi, mais aussi la géolocalisation qui dit avec la carte où tu t'en vas. Ouais. Le mien, c'est encore une vieille carte qu'il faut que je mette à jour avec une carte SD dans le véhicule avec une procédure assez élaborée Oui, oui, oui. et que ça coûte 1300$ aller chercher la mise à jour si je veux mettre la carte à jour dans ce système. Mon petit doigt me dit que tu ne le fais pas. J'ai regardé pour le faire sérieux. Oui. Oh, il y a des bonnes places. J'ai trouvé des spots en Europe où ils vendraient le matériel à bon prix, disons. Mais encore là, ça vaut-tu toute la peine pour se rendre là, alors que je peux l'avoir sur le téléphone intelligent ou la tablette aujourd'hui? Ben voilà. Bon. Fait que ça m'a de sa belle marge. Je comprends pas les concessionnaires qui n'ont pas accentué l'usage de ces moyens-là. Je veux dire, c'était là. Mais est-ce que ça les aide, juste dans le Apple CarPlay que maintenant on a dans pratiquement toutes les voitures, là, quand on branche notre téléphone, est-ce que les manufacturiers ont automatiquement notre data? Non. Est-ce qu'il y a une manière de Ils qu'on en peut ont. prouver qu'ils les gardent nos data ou qu'ils les enregistrent? Qu'est-ce qu'ils font avec? C'est difficile d'en faire la détermination. Il faut regarder dans l'élément de programmation. Comment est-ce que le téléphone interface avec le véhicule? Et je ne l'ai pas eu à ce jour d'utilitaire qui me démontre qu'est-ce qui est échangé en temps réel avec le véhicule versus l'appareil téléphonique, que ce soit Android, que ce soit iOS. Fait que donc, ça, c'est un élément qui manque. Alors, on a une confiance aveugle envers le fabricant automobile versus la compagnie de notre téléphone qui ont tout fait à leur pouvoir pour protéger la vie privée. Et là, c'est vraiment là, un acte de foi. Parce que si on regarde les politiques de vie privée de tout le monde, ils sont supposés de protéger la vie privée à quelque part. Mais le rapport de... Après, de le prouver, c'est une autre affaire. C'est quoi Oui, c'est l'interprétation de ce que ça veut dire? Entre autres, mais le rapport de Mozilla de 2023, là, qui ont fait l'analyse de tous les manufacturiers au monde, 80%, ben, ils prennent l'information qui est collectée du véhicule sur l'usage que l'utilisateur fait, puis ça revend. Mais ça, le consommateur ne le sait pas.
Fait que donc, il signe un chèque en blanc quand il achète le véhicule, surtout les véhicules usagés. Il n'y a pas autant d'élaboration sur comprendre la vie privée, sur la collecte d'informations qui va être compris du revendeur versus le manufacturier. Fait que là, la personne achète aveuglément un véhicule qui documente puis qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait avec les données. C'est pas la faute du revendeur. Ça serait moins grave de ramasser les données quand c'est une deuxième personne qui achète la voiture versus une première personne qui la jette? Ou... Non, mais je veux dire, le concessionnaire, lui, va vendre le véhicule en connaissance de cause. Oui. Alors, ça revient à sa responsabilité d'expliquer tout ça. Ils ne le font pas, mais ça serait sa responsabilité. Ouais. Alors, le revendeur, lui, il veut juste s'assurer que le char part de la cour. Il va vendre qu'est-ce qu'il y a à vendre, mais c'est tout. Il n'expliquera pas comment il fonctionne le taux d'avantage. Puis il n'expliquera certainement pas comment est-ce que, à l'intérieur du véhicule, la collecte d'informations se fait. Donc, il n'y a pas de réponse à donner. Ça n'y appartient pas. Ça appartient au manufacturier. Non, puis il faut aussi comprendre qu'un premier propriétaire a laissé des traces dans le véhicule. Ben, aujourd'hui, oui. Et là, ben, tu peux tout simplement allumer un système multimédia dans un véhicule, voir les appels qui ont été faits, l'historique des derniers endroits où il s'est déplacé. Il y a énormément d'informations là-dedans. Puis c'est clair qu'en quelque part, les manufacturiers ont cumulé ces données-là et en ont profité et les ont revendues. Là, il y a quelque chose. Là. Oui, puis le mien, j'ai acheté en 2013. Là. Ben, c'est un 2013, je l'ai acheté en 2016 et j'avais les 3 années antérieures de l'ancien propriétaire. Ouais. Puis quand c'est là que j'ai découvert, j'avais un disque dur de 60 GB dans le véhicule. J'ai jamais compris pourquoi 60 GB, pourquoi il y a un magazine tant d'informations, on pourra en débattre. Mais ça démontrait, j'avais toutes comme tu dis, ces destinations qui avaient été, ces choix musicaux, etc. Tout était là. Tu es capable de sortir cette data-là parce que tu connais l'informatique ou n'importe qui pourrait le sortir? Non, parce que je l'opérais, et là, je voyais tout ça qui était là. Oui, comme j'étais, autrement dit, le véhicule ne m'était pas identifié comme individu. Donc, je prenais le volant, puis là, je pouvais regarder où mes destinations antérieures étaient. Mais moi, j'appelle ça de l'information primaire. Oui. C'est l'information secondaire qui inquiète parce que le manufacturier est à même de savoir où tu te trouves en temps réel, quelles sont tes habitudes de trajet, de consommation, quel genre de kilométrage tu fais par année. Il est capable de se créer informatiquement un profil démographique très précis. Antoine, ils le font. Ils le font, oui, c'est ça. Et fait qu'ils profilent le véhicule. Quand ton nom et ta personne est liée avec, le temps que tu en es le propriétaire, bien, ils ont un profil sur qui le conducteur il est, comment est-ce qu'il se comporte, qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Et c'est ça qui est monétisable et qui est très payant. Fait que disons, comme on dit depuis tantôt pour notre discussion, depuis 2015, là, c'est ce genre de documentation-là qui est fait sur le consommateur. Et donc, le véhicule vient augmenter, vient compléter son profil qui va faire en sorte que là, ça devient intéressant côté marketing. Fait que, en tout cas, je l'ai vu à bien des instants. Je ne sais pas s'ils le font encore. Moi, je pense que oui. Le concessionnaire, bien là, il peut demander de l'information sur son conducteur qui a vendu ça le 5, 7, 2 ans passés. Ben oui. Puis après ça, faire des autres nouvelles offres. Hey, by the way, regarde, nouveau véhicule vient de rentrer, etc. Ah, mais pas juste ça. Moi, j'appelle au service à la clientèle du constructeur de mon véhicule et on me dit... on réalise actuellement que vous êtes rendu à tel nombre de kilométrages. Vous seriez dû éventuellement pour une vidange d'huile. Est-ce que vous seriez intéressé à prendre un rendez-vous? Ah, mais ça, c'est toujours fait, Non, là. mais je comprends, mais ils le voient de façon informatique. C'est-à-dire que ton kilométrage, ils sont capables de dire à distance combien d'essence tu as dans ton réservoir. Exact. Ils sont capables de savoir un paquet d'informations. Et là, ça m'amène à parler des nouvelles technologies qu'on voit depuis quelques années. Les clés numériques, par exemple. Tu n'as même plus de clé physique pour ton véhicule, c'est ton téléphone mobile. Il y a des véhicules qu'on lance actuellement sur le marché, et là, je pense aux petits camions Slate qui ont été lancés aux États-Unis. Tu n'as même plus d'instrumentation. L'instrumentation du véhicule, c'est ton téléphone mobile que tu branches à même la planche de bord. C'est là que tu partages un paquet d'informations. Fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, sky is the limit. Là. Absolument. Et c'est là que c'est dangereux dans le sens que tout dépend d'un téléphone. Tu le perds, ton téléphone, pendant que tu fais quoi que ce soit d'activité. Ouais. Là. C'est plus... Tu peux pas partir avec le char. Ça, c'est un gros no-no dans mon livre à moi. Puis deuxièmement, là, après ça, les applications sont toujours développées par un tierce partie qui, eux autres, ne sont pas certifiés trop. Fait qu'eux autres, ils ont répondu à un appel d'offres, quelle qu'elle soit. Puis on en a des exemples au Québec. On n'ira pas dedans, là, mais disons que n'importe qui applique pour l'appel d'offres, puis il est capable après ça de dire, ben oui, voici ce qu'on a de besoin, parfait. Est-ce que ça fait la job? Oui. Qui a certifié l'application après?
moi, je peux dire qu'il n'y en a vraiment pas gros de monde qui passe par après. On parlait de qui vient auditer, justement. C'est-tu sécuritaire de faire ce travail-là? Est-ce que la plateforme, elle est hébergée où? Et comment est-ce qu'elle est programmée? Il y a des détails techniques, ça devrait être connu. Mais ça va juste rester en arrière du manufacturier. Le manufacturier a dit non, c'est sécuritaire, tout va bien. Et jusqu'à temps qu'on apprend que, il y a une brèche parce que l'hébergement des données était fait dans un lieu qui n'était pas sécuritaire ou que le mot de passe était facile à deviner. Ouais. Est-ce que c'est eux, dans le fond, qui seraient dangereux de ramasser cette data-là, puis aller revoir McDo, je ne sais pas quoi, mais les gens qui roulent en Kia, c'est populaire d'aller manger chez McDo, fait qu'eux, ils vendent cette base de données-là à McDo? C'est des choses comme ça qui peuvent arriver ou pas du tout? Oui, et j'ai dit souvent, tu sais, Jonathan, aujourd'hui, là, c'est pas l'or, c'est pas le pétrole qui vaut cher, ce sont les données, les métadonnées. Donc, tout ce qu'on génère de notre être. Je disais tantôt l'élément du smart something, là, donc les patentes intelligentes, bien, on en est le produit. Et donc, on est documenté et c'est notre façon de travailler, notre façon d'être, où est-ce qu'on va, qui va être à ce moment-là très intéressant pour une compagnie de marketing, qu'eux autres vont savoir, comme tu dis, ceux qui conduisent des Kia, à telle heure de la journée, tel moment de l'année, telle publicité, parfait, on va modéliser ça. Et là, ça vaut à ce moment-là du placement de produit qui vaut cher pour dire, c'est certain qu'on est ciblé. Oui, exactement. Des fois, tu n'as pas besoin d'avoir des technologies exceptionnelles pour apprendre des choses. Là, on sait maintenant que Jonathan conduit une Kia et va chez McDo. Tu vois, c'est juste d'être franc dans tes discussions. Antoine, ça revient à jaser. Oui, c'est ça. Donc, il faut rouvrir des pubs et faire rôler le monde davantage. C'est ça. Exact. Les gens font toutes sortes de choses dans leur véhicule. OK? Ils peuvent consommer de la drogue, ils peuvent faire l'amour, ils peuvent planifier des crimes, ils peuvent discuter avec des patrons, ils peuvent... À quel point on est capable d'aller chercher tout ce qui se passe dans un véhicule dans une optique positif et négatif? Parce que je conduis, je te fais une mise en situation, j'essaie cette semaine une Polestar 4. Cette voiture-là, lorsque je suis au volant du véhicule, j'ai 2 caméras directement sur moi. Une qui regarde mon acuité visuelle pour s'assurer que je garde une attention sur la route, puis une qui filme l'ensemble de l'habitacle. Bien, si on est rendu là, essentiellement, ça veut dire qu'on peut tout voir à bord d'un véhicule et qu'on pourrait prendre l'ensemble de ces données-là, prévenir des crimes, mais aussi pénaliser le conducteur. Dans tous ces aspects-là, tu as raison, là. Et dans le positif, là, parce que c'est un segment que ça dérive toujours vers le négatif, mais dans le positif, ça aide à prévenir la somnolence, ça aide à prévenir la personne va s'endormir au volant, va prendre de l'eau. Je ne crois pas que ça va être servi pour faire des fins de prévention de crime, parce que là, c'est une intrusion directe à la vie privée. Puis là, autant qu'on a notre charte des droits et libertés ici au Canada, puis tu as la Constitution américaine qui va défendre l'utilisation des forces policières pour le faire. Mais la dérive n'est pas loin que ça peut être accessible. Non, mais j'apporte une nuance. On a réglé un crime récemment au Québec parce que quelqu'un conduisait une Tesla et avait commis un crime alors qu'il était au volant de sa Tesla. Bien là, on était capable d'aller voir les caméras du véhicule et de trouver la trace de ça. Faut le faire quand même. Là. Non, mais c'est une belle allusion sur l'usage légal des moyens. Autrement dit, par un mandat de la Cour, les services policiers, les services judiciaires ont eu accès à cette information-là. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Parce que dans la modernité des choses, même si vous dites « Ah, j'ai juste mis un message sur Facebook, personne ne va savoir c'est moi. » Dans l'enquête, un mandat à l'appui, les services policiers vont pouvoir, avec le fournisseur, aller chercher l'adresse IP d'où ça a été retransmis. Donc, il y a possibilité de retracer la personne. Alors, il ne faut pas se leurrer en disant « Ils ne sauront jamais d'où je suis. » Il y a des techniques, ça existe, mais pour ça, il faut le savoir. Mais on vient à notre affaire de dire... positivement dans le véhicule, si nous documentent comme ça. On a vu apparaître dans les dernières années chez, juste pour le nommer, Desjardins avec son programme Ajusto, plug un module sur le port ODB2 du véhicule et ça permettait d'avoir exactement tous les paramètres de conduite, l'accélération, décélération, etc., qui permettaient de qualifier la personne sur un profil d'assuré et après sauver 50$ par année. Sérieux, il y en a qui l'ont fait. Ils m'ont rapporté, après 1 an, ils ont sauvé 50$ en dévoilant toute leur vie privée sur la route. Ça vaut-tu la peine? Notre vie privée vaut-tu 50$ d'économie? Je pense que non. Anyway, ça, c'est mon opinion. Mais ceci dit,
Là, après coup, on tombe dans le... Qu'est-ce qui est négatif d'avoir tous ces éléments-là? Bien, effectivement, quand il y a une dérive qui est là, une dérive en disant il y a de l'abus de pouvoir, bien, effectivement, GM s'est fait pogner à écouter dans les habitacles de véhicules en 2017 avec son OnStar. Et aujourd'hui, tous les véhicules ont des microphones. Ouais. Moi, je suis chanceux, le mien, il n'est pas connecté en temps réel. Il y a des microphones pour parler à la reconnaissance vocale, pour faire je sais pas quoi dans le véhicule, parce que toutes les fois que je parle, il faut que je me répète 3 fois. Fait que j'ai mis un X là-dedans. Ça marche plus. Je veux dire, c'est du temps. Là. C'est de la vieille technologie de reconnaissance vocale. Aujourd'hui, ça marche bien. Ensuite de ça, toute la documentation sur qu'est-ce qu'on est, qui on est, où on va, ben oui, effectivement, ça peut servir à d'autres fins. Mais comme dans n'importe quel assistant numérique aujourd'hui qu'on a dans les maisons, au bout du téléphone, ces appareils-là écoutent 24/7. Là, il y en a qui vont me dire non, c'est pas vrai. Ben moi, je vous confirme que c'est vrai. Google, il y a 2 semaines, vient de se faire sacrer 68 millions en termes de pénalités pour avoir documenté à l'insu des usagers et revendu de l'information sans leur consentement. Alors, c'est pas une science-fiction, c'est la réalité. Puis je peux même vous citer 2 cas où ce qu'Amazon Alexa a été citée à comparaître dans une des causes de meurtre. Dans un cas, elle a disculpé l'accusé. Dans l'autre cas, elle l'a condamné. Comment? Bien, en faisant télécharger les conversations intégrales dans la maison de chez Amazon, puis ils ont pu passer ça en cours, puis ils ont prouvé... Incroyable. Ça, techniquement, c'est Google qui donne cette information-là. Ben oui. Mais est-ce qu'un hacker professionnel pourrait rentrer dans nos autos puis garder les enregistrements des caméras, puis tout d'un coup, quelqu'un, une personnalité publique, il va être collecté, puis quand il va avoir quelque chose de grave, quoi, là, il va le mettre sur ses réseaux, ainsi de suite, pour l'affecter. Ça se fait-tu ou pas vraiment? C'est intéressant, Jonathan. J'ai pas lu encore de piraterie en temps réel à partir des composantes qui documentent le véhicule pour dire « je suis à proximité du véhicule et je suis capable de le capter en temps réel ». Okay. Ça, je ne l'ai pas vu à l'œuvre. Par contre, ce qu'on voit, c'est à la plateforme d'hébergement où ce qu'elles ont reçu ces données-là, la plateforme est plus vulnérable que l'intérieur du véhicule. OK. Donc, à ta question, c'est là que ça va aller et ils vont pouvoir prendre cette documentation-là. Par contre, il n'y a rien qui empêche qu'à un moment donné, le véhicule moderne, ça a été prouvé là, en 2015, là, les fameux Jeeps là, ils ont je m'en allais citer ça, les Cherokee, quelqu'un avait pris le contrôle du Jeep et il le conduisait sur l'autoroute comme un véhicule téléguidé. À travers le système d'infotainment. Et donc, c'est à partir que ça, c'était connecté sur un réseau cellulaire. Et lui, ils ont été capables de le retracer, prendre le contrôle à partir de là, puis oui, contrôler le véhicule comme ils voulaient. Incroyable. Ben, ça fait 10 ans, là. En plus, oui, tu sais, puis c'est là que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, ça s'en vient dans l'air que là, on veut un véhicule autonome puis qu'il va être capable de protéger les passagers, les conducteurs contre les impacts. Bien, avec un paquet de sensors, bien, c'est là que ça s'en va. Moi, dans ma dérive que je parle, là, oui, il faut protéger en sorte qu'il y a quelqu'un qui ne soit pas capable de désactiver le LiDAR qui va être installé en périphérie du véhicule pour éviter les collisions. Parce que si tu débarques ça, puis là, le monde s'attend que le char va ralentir tout seul parce qu'il a vu l'autre, puis là, ça ne marche plus, bang, il rentre. Comme à Vegas, présentement, il y a des voitures qui se promènent en 24 heures sur 24, 100% autonomes. Si tu me permets, je vous raconte une anecdote. J'étais à San Francisco à l'automne dernier, et je prends un taxi autonome Waymo, qui sont des Jaguar I-Pace. Oui. Et il faut que tu t'abonnes. Et puis, tu te crées un profil, évidemment, via une application. Et selon le nombre d'utilisations que tu vas faire, ben, on va te donner une note en tant que consommateur de cette application-là. Oui. Moi, je ne connais rien de cette application-là puisque je l'utilise pour la première fois. Je rentre ma carte de crédit. Puis honnêtement, je suis obligé de te dire que la conduite de ces véhicules-là, elle est à 98% naturel. Il y a des changements de voix, des fois, qui sont un petit peu plus prononcés que ce que l'humain ferait normalement. Bon, mais sinon, ça va très, très bien. Et je me retrouve à une lumière rouge. Évidemment, je suis sur le siège du passager. Sur le siège du conducteur, il y a un cône orange avec une ceinture qui est attachée là. Et le véhicule se conduit de lui-même. Là. Puis ça fonctionne magnifiquement bien. Et il y a une vieille Corvette en avant de nous. Et quand le feu tombe au vert, elle part pas, la Corvette. Alors moi, je m'étire le bras puis je klaxonne. Alors là, il y a un paquet de senseurs dans le véhicule qui ont fait des gros bruits
Et là, j'ai eu une voix féminine qui m'a appelé. En fait, c'était pas quelqu'un qui parlait. Tu voyais que c'était une formule électronique, là, mais qui m'avertissait sérieusement de ne plus toucher aux commandes du véhicule, sans quoi je perdrais mon droit d'utilisation de l'application. Fait que tout a été vu en temps réel. Mais tu sais, c'est surréaliste de voir que tout ça, ça se passe et que quand il y a une action humaine qui est prise, bien là, on peut tout arrêter selon la volonté de l'entreprise. Ça fonctionne bien, mais ce que ça me montre, c'est que d'ici quelques années, ça va être monnaie courante. Là, pour le moment, c'est encore expérimental dans quelques villes américaines. Et toi, tu dis que ça va être monnaie courante si on décide comme consommateur, on veut que ça soit ça. Oui. Tu sais, moi, j'en suis un que non, désolé, j'aime mieux que ce soit un être humain puis que ce soit plus facile à dealer. Dans des contextes, comme on dit, là, San Francisco, la Californie, tiens, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, climat sec, chaud à l'année. Non, c'est sûr. Là, on s'entend. Là. Au niveau des conditions climatiques puis de l'efficacité des systèmes, on s'entend qu'on a un sérieux problème au Québec. Oui, ici. Sans compter les nids de poules. Là, puis bon. Tout ça, là, mais ensemble, là, ça va être dur, en tout cas, pour nous. J'ai hâte de voir. Là, ça va être un gros avancement scientifique qui soit capable de faire ça en adaptabilité du terrain ici et des climats. Sans compter aussi le véhicule, il faut que tu le prépares pour ça. Un véhicule l'hiver, véhicule d'été, tu sais. On sait comment ça marche, mais qu'eux autres, à l'autre bout, ils s'en font peu parce que justement, les tailleurs 4 saisons, ça fait la job là, toute l'année. Mais il y a peu d'incidents qui sont arrivés avec ces véhicules-là. Jusqu'à maintenant, ça semble être relativement fiable et efficace. Alors... Mais ailleurs de là, Antoine, là, on n'entend pas souvent parler. Hein? Non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, en tant que consommateur, tu télécharges une application. Ouais. La quantité d'infos que tu vas donner à une entreprise comme Waymo qui va te véhiculer sans l'aide d'un être humain, c'est incroyable. Ben, ça devient un profil consommateur. Pareil comme si on fait du Uber présentement. Ouais. Bon, ben, notre profil Uber dit quoi? Ah, t'es 5 étoiles parce que t'as donné du type, puis t'as été poli, t'es resté, puis t'as pas bougé dans le véhicule quasiment. Là. Ouais. Bon, ça te qualifie comme étant un bon... Bon, ben quand tu dis, moi, je ne type pas parce que je t'ai payé assez cher mon voyage, ça a pris une demi-heure, 45 minutes, 1 heure de plus que prévu sur le trajet, that's it, là, je suis en retard, etc. Qu'est-ce qui vient mesurer qu'ils ont fait une bonne job de qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de bonne job? Tu peux mieux faire ou si t'arrêtais toi-même le chauffeur? Il y a un paquet d'affaires subjectives comme ça là, que ça serait ouvert à débat. C'est sûr. Ça, c'est pas grave. C'est juste la fonction de racisme pourrait faire en sorte que tu ne donnes pas une bonne note. Sûrement, ça a été documenté déjà. Oui, c'est ça. Fait que bon. Aujourd'hui, dans les voitures, y a-tu meilleur d'être moins impacté sur les ressources de données qu'on transfère aux voitures? Oui. C'est qu'on achète des voitures en deçà de 2014, donc des voitures analogues. Tu sais, les bonnes vieilles Ford Mustang 1978, là, ça, là, il n'y a pas d'information qui est collectée vers ces machines-là. Aujourd'hui, c'est impossible de ne pas transférer de données. Ben non, comme on disait tantôt, depuis 2015, là, c'est fait de même. Comme les TV intelligentes, on dit, là, je te mets au défi, Jonathan, trouve une télévision que tu ne peux pas être documenté. Ça s'appelle un moniteur. Fait qu'essaye de trouver une TV que tu vas regarder la télévision. À cette heure, les belles 85 pouces, là, c'est fantastique. Il y a toute une composante intelligente là-dedans qui va documenter à quelle heure tu regardes la télé, quoi tu regardes, comment tu la regardes, tout ça. Là. Ah, ouais. Hein? Puis, c'est impressionnant. Quand même, j'avais jamais pensé à ça que la télé pouvait nous enregistrer de même. C'est écrit. Samsung, les premières années qui ont fait ça, là, c'est écrit dans le manuel. Il se peut que nous documentions qu'est-ce que vous faites quand vous le faites dans le salon. Pour ça que les jeunes n'écoutent pas la télé? Ben, peut-être. Là. Mais moi, je cherche mon remplacement. Ben, j'ai une vieille TV de 2006. Là. Maintenant, elle va mourir là, à 20 ans. Ouais. Puis qu'est-ce que je la remplace avec? Je n'ai pas trouvé encore. Parce que je ne veux pas de composante vraiment intelligent là-dedans. Fait que toi, essentiellement, t'arrêtes de vivre au tournant de 2012-2013. Tu conduis un camion 2013, ta TV, c'est une 2006. Ton micro-ondes? Micro-ondes, documente rien. Il n'y a pas d'intelligence dedans. Ouais. Il est vraiment dommé, là, que je l'allume, je l'arrête. Il n'y a pas de roulette, là, mais il est numérique. Non, mais tu sais, la domotique dans les maisons aujourd'hui, les contrôles de chauffage intelligent, tout ça. Puis j'ai fait un essai. Hein, j'ai trouvé ça de m'emmener, je ne me souviens plus par quelle source, un élément pour gérer l'air climatisé. Ouais. Donc, c'est un transmetteur infrarouge, là. Je le mettais face à l'air climatisé, puis comme les télécommandes de télévision, c'est universel, et là, je l'ai programmé. Mais au moment de l'activer, ce module-là, pour être à mesure à distance, tu sais, je m'en viens à la maison, je pars l'air climatisé l'été, c'est facile, ça refroidit. Ouais. Bien,
les protocoles de communication étaient tellement faibles, vraiment, là, j'ai arrêté tout ça, là, j'ai rempaqueté, j'ai renvoyé ça, ça venait d'Europe, et j'ai dit, vous êtes encore à l'état bêta de votre développement parce que ça ne rencontre pas les normes modernes pour une communication Wi-Fi sécuritaire. Il aurait fallu que je downgrade, autrement dit, j'abaisse mon niveau de sécurité que je travaille avec pour permettre et satisfaire cette application-là. Mais Steve, on va se faire l'avocat du diable, là. Tu es probablement un des seuls qui fait ça parce que tu sais de quoi tu parles. Ouais, exact. La majorité des C'est gens n'y voient que du feu. Là. Je sais. Moi y compris, là, C'est pour sûr. ça que je l'apporte parce que, tu sais, on va vous donner un autre exemple parallèle, les fameux thermostats Nest qui vendaient dans toutes les quincailleries. J'ai ça chez nous. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Bien, Google a vu une opportunité en or de documenter les habitudes de vie des gens par ces thermostats. Ils ont acheté Nest et là, ils ont emmené toutes ces informations-là dans le fameux nuage de Google. Et là, profile à ce moment-là tout le monde qui gravite autour de ça. Fait que là, tu as une certaine génération de Nest que tu as payé 200-300$ le thermostat qui devient plus opérable parce que c'est trop vieux, il faut t'acheter la nouvelle génération. Hey, attends un peu, là. C'est juste pour gérer ma température. Un thermostat conventionnel, c'est bon 20-30 ans, on s'entend? Ouais. Fait que comment ça se fait que tu dis que tu vas réduire ta durée de vie de tes appareils, que tu payes 2 fois et demi cher, plus cher que les autres, pour satisfaire la machine, le monstre? Transpose ça à l'automobile. Là. Oui. Le système OnStar de GM du milieu des années 2000, ça ne fonctionne plus. Ouais. Tu sais, tu peux plus posséder une Malibu 2007, peser sur le bouton OnStar et attendre que quelqu'un réponde, ça n'arrivera pas. Tu sais, c'est une technologie qui a complètement changé. Fait que c'est un peu la même chose. Puis, je veux qu'on parle de vol de véhicules parce que ça se peut. Il y a énormément d'informations qui facilitent la vie des voleurs pour dérober un véhicule aujourd'hui. Là. Bien, les statistiques sont à l'appui. Ouais. Tu les vois plus souvent que moi, je peux les voir. Je veux dire, les vols sont monnaie courante encore. Un véhicule est recherché par sa simplicité de vol, sa robustesse. Tu sais, pourquoi qu'on a à Montréal, encore une fois, il y a eu beaucoup de dossiers là-dessus, plaque tournante pour envoyer ça en Afrique, puis c'est vraiment des modèles spécifiques qui vont venir chercher. Oh, oui. Bien, c'est ça, c'est tous les modèles qui sont faciles d'entretien, parce que l'autre bout, là, ils n'en ont pas de réseau de distribution de pièces. Là, une opportunité à faire pour toi. Oui, là. exact. Puis, On va ça là-bas. Prends des notes. Non, mais pas de farce, parce qu'ils vont chercher des véhicules qui ont peu d'entretien nécessaire. Ils envoient ça là-bas, puis eux autres continuent une vie utile pendant 10 ans sans en mettre trop d'entretien. Puis quand ils brisent, ils le laissent dans le milieu du désert, je sais pas trop. Puis là, ils vont en revoler un autre, puis il y a un autre qui apparaît. Des Cervé, des Tacoma, des... Oui. Beaucoup de produits Toyota, c'est ça. Ouais. Fait que c'est dans cette optique-là que c'est très populaire. Fait que là, on en revient avec nos vols ici. On parlait de la clé électronique tantôt, les key fobs. Ouais. Ben, il y a des techniques qui ont été démontrées là, que quand tu laisses tes clés sur le côté de la porte, le soir, tu arrives, tu accroches tes clés, tu t'en vas faire cette affaire, tu dors. Bien, par induction, c'est des antennes donc à la fréquence donnée du key fob à laquelle elle travaille, viennent induire le key fob à générer une conversation avec le véhicule automobile. Et là, dans cette transmission, sont capables d'aller reproduire la clé unique entre le véhicule et le bidule électronique et reproduire cette clé-là. Donc, c'est comme ça qu'ils le débarrent et qu'ils sont capables de partir avec. As-tu déjà vu l'équipement de ça? Oui. T'as-tu déjà testé toi-même, voir refaire une clé, ces choses-là? J'ai pas eu l'occasion de le tester live. Mais pour ça, Jonathan, ma clé ne reste jamais sur le bord de la porte, puis je la mets dans une poche de Faraday. Donc, c'est une poche en aluminium avec laquelle je minimise les interventions qu'il peut y avoir électromagnétiques de part et d'autre. Mais elle est au moins à 2 mètres de la porte. Alors, je réduis mon risque de cette façon-là, que quelqu'un viendrait faire le SMAT et essayer ça chez nous, bien, il ne pourra jamais l'atteindre là, selon les techniques que je viens de préciser. Okay. De toute façon, d'après moi, ton véhicule, comme c'était 2013, est un peu moins prisé par les voleurs en ce moment. Et c'est très correct comme ça. Ça va peut-être venir en mode, Antoine. Oui, on ne sait pas. Hein? Avec ce qu'on dit ici aujourd'hui, il y en a qui vont peut-être se dire « Ouais, finalement, il n'est pas fou. Je vais aller chercher ce genre de véhicule-là. » Parce qu'on parlait tantôt, c'est quoi la prochaine génération que les gens veulent se procurer? Si les gens veulent plus d'avoir interaction en temps réel, bien, ils vont aller chercher ces véhicules-là. Mais je veux qu'on revienne au vol de véhicules parce que on le sait là, depuis des années que les gens copient des signaux de clés, recréent une clé, volent le véhicule avec ça. Et moi, je pose la question aux manufacturiers automobiles directement en leur disant pourquoi vous ne renforcez pas les systèmes anti-vol ou les signaux de ces clés-là afin que ça ne soit plus possible. Et la réponse, notamment du côté de chez Toyota, ça a été si on renforce trop les systèmes de sécurité de nos véhicules,
bien, ce qui va arriver, c'est ce qu'on commence à voir à Toronto, c'est que les gens se font voler leur véhicule à la pointe d'une arme. Et on ne veut pas se rendre là. C'est une belle réponse c'est une belle réponse corporative, là, mais j'imagine qu'on est capable d'amener ça un peu plus loin, là. Mais en même temps, tu as la réponse comptable qui va satisfaire le narratif, c'est-à-dire combien de véhicules on a vendus et combien de ces véhicules-là ont été volés. Ça vaut-tu la peine d'investir le temps? Puis j'ajouterais aussi combien de véhicules ont été vendus une deuxième fois parce qu'on a volé le premier. Ça, on te le dira jamais. Bien, ça va rentrer dans cette équation-là, tu as raison. Ben oui. Puis avec les caméras que tu parlais tantôt à l'intérieur là, des véhicules, là, maintenant, si Toyota laisserait ça, tu pourrais tout de suite voir c'est qui était à l'intérieur de la voiture qui a volé la voiture. On peut aller plus loin avec ça, mais cette information-là, est-tu disponible ou non? Ça dépend des enquêtes. Bien, c'est ça qui est difficile parce que Toyota va s'exposer à dire, bien là, est-ce que je favorise la captation du moment où le véhicule est déclaré volé? C'est qui est dans le véhicule? Je remets ça à la police. Il y a un élément de vie privée là-dedans. Puis quand c'est le temps de faire respecter la vie privée pour les bonnes raisons, le règlement est malléable. Mais quand c'est le temps de prouver que l'entreprise a une responsabilité corporative envers la société, là c'est... C'est plus touché, ils ne veulent pas se mettre les pieds là-dedans. Oui, parce que là, ça devient difficile à dire. Ça va venir aider une vraie situation et à réduire à ce moment-là ce vol-là qui va se prémunir. Est-ce que les constructeurs ont l'obligation morale de protéger les informations? Légalement, ils vont dire tout oui. La loi, elle est là au Canada puis au Québec, surtout avec la loi 25. Elle est là pour protéger, justement, pour aider à réduire ces risques-là de vol d'informations. Comment? Bien, avec la loi 25, c'est demandé aux entreprises, si vous y arrive quelque chose, vous devez le divulguer, etc. Dans les meilleurs délais en passant au Québec. En Europe, c'est 72 heures. Si tu dépasses ton 72 heures de rapporter un incident de fuite d'informations, le compteur tourne, ça coûte plus cher. Puis il y en a des compagnies qui ont payé extrêmement cher pour avoir été retardé. Booking.com, juste pour le nommer, ça a pris 23 jours avant qu'ils déclarent une fuite d'informations. Le compteur t'a rendu dans les centaines de millions. Mais ici, au Québec, j'ai pas entendu parler personne encore qui a été puni pour ça, là. Alors, il y a du monde qui ne font pas le job. Parce qu'elle est copiée, la loi à 85 % de RGPD en Europe. Et au Québec, ben, c'est marqué qu'ils peuvent payer jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial, 10 millions, 25 millions, tu sais. Mais si personne se fait enquêter, puis si personne se fait taper ses doigts, il n'arrivera rien. Ben, tu sais, moi, je pense à une situation qui m'était arrivée. J'ai fait affaire avec un assureur que je nommerai pas pendant une très courte période. Et lorsqu'on m'a envoyé mon contrat d'assurance à la maison, au lieu d'écrire mon nom de famille Joubert, on l'avait écrit Jouvert. On avait autrement dit, on avait mis un V à la place du B. Erreur. Un typo facile. Là. C'est ça. Erreur tactile. J'ai été un peu insatisfait par cette compagnie-là, si bien que je me suis désassuré en l'espace de quelques mois. 6 mois après, j'ai envie de dire, j'ai commencé à recevoir des lettres à la maison de compagnies, par exemple, de prêts personnels, là, des compagnies comme City Financière ou des trucs comme ça. Qui achètent ces données-là. OK. Ben oui. Et là, toutes ces lettres-là étaient au nom d'Antoine Jouvert. Évidemment, la compagnie d'assurance ne te dira jamais qu'elle a vendu tes coordonnées à une tierce, à plusieurs compagnies. Avec ou sans ton consentement? Avec ou sans mon consentement, c'est ça. Mais on s'entend-tu que c'est ce qui est arrivé? C'est pas une preuve suffisante pour aller en cours et dire « Hey, regarde! » Excuse-moi, mais oui, Antoine, c'est une preuve suffisante. Oui? Ben oui, parce que là, tu as une preuve tangible qu'il y a juste eux autres qui ont fait une erreur dans ton nom. Puis, t'as-tu demandé la permission de transposer cette information-là pour te faire de la sollicitation commerciale? Ouais. Alors, dans ce domaine-là, je te dirais, oui, il y a matière à dire, questionner la compagnie d'assurance. Est-ce que vous avez vendu mes données personnelles? Ils vont te dire non. Puis là, ils vont mettre leurs avocats. Puis, bon, ben oui. On s'entend. Mais après ça, moi, je trouve que tu as une bonne approche en disant... Vous êtes le seul qui avait fait une erreur dans mon nom. C'est drôle. Après ça, j'ai reçu toute cette publicité-là qui provient juste de vous autres. Bien, en fait, moi, ma façon de répondre à ça, c'est je ne ferai plus jamais affaire avec eux autres. Voilà. T'sais, mais en même temps, ça n'aide pas. Ça ne règle pas le problème. Non, puis ça n'aide pas le reste de nos confrères et consoeurs parce que, justement, eux autres vont continuer ces mauvaises pratiques-là. Et c'est ça qui fait en sorte que le problème s'amplifie avec le temps. Tant qu'ils ne sont pas dénoncés, ils continuent, ils poursuivent la malversation de cette manière-là. Moi, j'en suis un mouton noir là-dedans que je les dénonce. C'est pour ça que je fais du name blaming. Là. J'amène des noms depuis tantôt là, parce qu'il faut dénoncer ces mauvaises pratiques. Il faut que ça change des choses parce qu'encore une fois, quand on laisse ça aller, qui n'a dit le mot ne consent. Ouais. À ton avis, à toi, dans les prochaines années, c'est quoi la plus grande menace
à propos de l'information qui va être partagée avec les voitures? Bien, on s'en va dans une ère qui va y avoir une communication en temps réel entre les véhicules lorsqu'on va s'en aller dans cette ère de véhicules autonomes. Alors, les protocoles sont à l'étude présentement, sont à l'essai présentement sur la communication intervéhiculaire et l'information vers l'infrastructure en temps réel. La fameuse technologie 5G de nos réseaux cellulaires, elle est identifiée pourvue d'avoir cette capacité d'échanger rapidement, avec peu de latence, l'information. Entre nous autres, les réseaux cellulaires ne sont pas prêts. Ils sont en retard. Ah ouais. Et, bien, tu vas dans ton temps dans la Charlevoix. Ouais. Il y a 65 km, il y a zéro couverture cellulaire sur une route là-bas. Hein? Puis en même temps, tu tombes sur le 3G. Le 3G, ça fait 2 ans qu'il est supposé être décommissionné. Il est encore en fonction. Ouais. Fait que l'infrastructure n'est pas prête là-dessus. En zone urbaine, pas de trouble. Ils ont fait des investissements massifs. Le retour sur l'investissement, il est là. Je reviens à l'élément comptable. Et technologiquement parlant, c'est même aux États-Unis en passant, c'est pas juste au Québec et au Canada, mais c'est là qu'on a un problème. Fait que donc, puis on va se projeter un petit peu dans le futur. L'infrastructure cellulaire, il est 5G mur à mur, vrai 5G. Là. Marche partout. Fait que tu n'as pas de latence trop. C'est là que les protocoles sont-ils à jour pour garantir cette intégrité d'information. Parce que là, si c'est pas juste la confidentialité qui est importante, c'est l'intégrité. Tu ne veux pas qu'une valeur soit différente à la perception qu'à la redistribution lorsque tu fais de la gestion d'informations en temps réel. Fait que c'est pour ça que ça va être important que ça soit bien ficelé avant de dire qu'on s'en remet corps et âme à dire ça va marcher tout seul. Fait que tu as ça, la chaîne d'approvisionnement dans laquelle tu baignes, Jonathan, vous allez devenir une cible primaire. Parce que si on dérange par l'information, par sa distribution, la chaîne d'approvisionnement, pour la réparation, la manufacturation des véhicules, ça va arrêter bien des affaires autour de nous. Et on l'a vu, juste CDK, pour le nommer, l'incident de CDK en 2024, combien de semaines ici déjà, ça a été arrêté, paralysé, les gens là, dans les concessionnaires, ils ne pouvaient pas travailler, faire interaction. Effectivement. Oh mon Dieu, ça a pris... 3 semaines. Moi, j'ai tant que ça? Ah oui? Ça se peut. Dans mes notes, là, j'avais gardé là, du moment 1 jusqu'à la fin de la crise. Là, pendant 3 semaines, il fallait qu'ils se concentrent à faire ça sur du papier. Qu'ils n'avaient pas. Il n'y a plus de formulaire papier nulle part. Ça fait combien de temps de ça? En 2024. C'est ça. De mémoire. Là. Ouais. Et si on dérange, ça c'était juste pour la vente, mais surtout, beaucoup de concessionnaires dépendent de cette plateforme-là pour donc le CRM, donc la relation client, manufacturier et concessionnaire, et surtout la réparation. Fait que là, si tu déranges par des concentrations de plateformes comme ça, le flow et le travail au quotidien pour l'industrie automobile, tabarnouche, un peu, là, ça va déranger bien des affaires dans l'économie. Puis il y en a eu des ripple effects, des effets ondulatoires à travers le temps. Fait que ça, si tu déranges ça là, localement, puis si tu déranges ça plus haut, dans les marchés où sont conçues les pièces, tu viens saboter, quand je te parlais d'intégrité tantôt, des valeurs pour faire la conception d'un produit. Fait que là, si tu viens déranger la production de 50 000 boulons, qu'il faut que tu rappelles par après, c'est des frais, tu le sais comme moi, là, c'est des méchants frais par la suite. Là. Plus la réputation qui est affectée, essaye de racheter ça, de la réputation, quand elle est maganée, il faut que tu la rebâtisses. Alors, c'est tout ça qui va faire en sorte que ça va venir très important qu'en amont, ça soit bien arrangé. Penses-tu que le gouvernement va sortir des nouvelles lois plus strictes là-dessus? Pas en tout. C'est à la responsabilité de chaque entreprise. Le gouvernement, il est là pour me donner des lignes directrices. Le gouvernement va être là et j'espère qu'il va davantage emphaser, c'est un peu ça ma mission quand j'y étais en 2022, de mettre en place les meilleures pratiques. Et il faut que ça commence par le gouvernement qui montre l'exemple. Mais en même temps, dans l'entreprise privée, il faut qu'il y ait un backing légal pour être en mesure que ça se protège davantage. Parce que le crime informatique moderne, là, la loi n'est pas tout à fait encore adaptée. Fait que là, les juristes, eux autres, ils adaptent le mise en accusation avec des lois qui datent de quand même. La technologie avance beaucoup plus vite que l'implantation des lois. C'est juste l'intelligence artificielle qui recrée des voix qui peut... sky is the limit, là, c'est ça. Et ils l'amènent dans le sens très large. Lorsqu'ils portent une accusation, ils ne pourront pas dire, pour avoir utilisé de façon malveillante une intelligence artificielle, il n'y aura pas un texte de loi qui va être écrit comme ça, c'est trop spécifique. Mais ils font en sorte qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Mais tu as raison, Antoine, parce que ça va trop vite pour qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'adapter. Fait que s'ils font une adaptation, un changement de loi là, ben il va être déjà offset par rapport à ce qui s'en vient dans 7-8 ans d'ici. Juste pour ajouter à ce que tu demandais tantôt, Jonathan, sur qu'est-ce qui nous attend,
il a amené l'intelligence artificielle. Fait que si de plus en plus, tu as une caméra qui observe qu'est-ce qui est la personne, j'ai déjà vu des principes ou des preuves de concept sur l'authentification du chauffeur pour amener son véhicule à démarrer. Fait que pour les gens qui sont condamnés à avoir, comme on dit, la balloune... L'alcool au volant, oui. Bon, ben, est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour dire c'est qui le chauffeur qui s'en vient dans le véhicule? Il est autorisé à prendre le véhicule? Fait que si tu rentres à demander ce genre de technologie-là, tu vas être capable de reproduire la voix puis dire on part le véhicule juste avec une reproduction de la voix. Fait que c'est des ça va éléments loin, comme là. ça. Hein? Oui, mais il faut le voir, il faut le voir aussi penser. loin. Et, Si ton permis de conduire est révoqué, la voiture, es-tu capable de le savoir puis tu pars pas avec? C'est rendu là. Ben, c'est ça qui est dangereux parce que là, à ce moment-là, jusqu'où on se permet de dire on est libre quand même de faire quoi que ce soit. En cas d'urgence, on va être capable d'utiliser le véhicule ou pas à cause que tu n'es pas reconnu. Ouais. C'est tous des petits détails, là, mais ouais. dans la vraie vie, là, il arrive un incident, la personne est pognée du cœur ou a fait une crise d'épilepsie. Là, ben même tu peux pas ton... tasser puis prendre son char et l'amener au premier secours. Pas que ça te bloque. Oui, exactement. Fait que ça, c'est des éléments, je crois, qui sont en développement dans les laboratoires, etc. Mais comme société, on veut tout ça. Il faut fondamentalement se donner ça comme méthode parce que si on dit oui, on veut que ça soit comme ça, bien, c'est certain qu'on laisse ça aller puis ça va se produire. Mais à un moment donné, il faut se positionner puis qu'est-ce qu'on veut? Steve, tu es conférencier. Je serais curieux de savoir quel type de conférence tu offres, à qui elle s'adresse et comment est-ce que tu impliques ça dans le monde automobile. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie automobile et qui sont directement affectés par la discussion qu'on a aujourd'hui. Bien, dans ce genre-là, Antoine, ce que j'aime beaucoup, c'est de faire une conversation bidirectionnelle avec l'auditoire. Et quand je fais ces approches-là, je ne vais pas juste à dire, ben voici, oui, je peinture toujours un état de la situation, c'est qui les pas fins, ils veulent s'en prendre à notre façon de vivre. Ça, j'aime faire l'état des choses, mais surtout après ça, on s'embarque dans quoi? Et on s'embarque dans quoi? J'aime beaucoup projeter dans l'avenir, parce que je suis toujours dans le mode préparation et anticipation de la menace. Être à la remorque des événements, je te l'ai dit tantôt, j'aime pas ça. Et donc, si je peux informer suffisamment l'auditoire avec où on en est et où est-ce qu'on devrait aller, ça va aider à aiguiller l'utilisation, ou plutôt le positionnement des ressources pour qu'après ça, on s'en aille dans une direction. Pour qu'on soit à ce moment-là en mode leadership, au lieu d'être en mode juste consommateur puis d'attendre qu'on se dit, on se fasse. Oui, parce que ça peut faire peur, mais il y a des côtés positifs aussi. Bien, quand ça fait peur, c'est parce que des fois, on n'est pas au courant de quoi qu'on parle et où est-ce qu'on en est. Alors, c'est normal que c'est des fois un éveil, puis je l'ai vu bien des fois, à bien des conférences que j'ai livrées, et tout prochainement, j'en donne une justement sur l'identité numérique. Bon, bien, on se positionne comment pour avoir une identité numérique demain? Et on parlait tantôt, là, on va être dans le véhicule pour nous identifier si on a la bonne personne, conduire, on a-tu le droit de conduire, etc. Je ne crois pas qu'on devrait aller là, mais en même temps, il faut prendre le temps de comprendre si on dit oui à ça, ça implique quoi, et comment qu'on peut dire non si on ne veut pas que ça se présente. Mais il y a des industries, tu sais, moi je pense à, par exemple, le constructeur Genesis qui a lancé un véhicule sur le marché il y a quelques années où le seul fait de regarder sur ton pilier B, ça permet de déverrouiller le véhicule et de partir avec l'auto sans même que tu ailles de clé. Ça n'a pas été repris sur d'autres véhicules. C'est demeuré un cas isolé. C'est probablement parce que c'est une technologie qui n'a pas fait l'unanimité ou qui implique des contraintes. Nécessairement. Mais encore une fois, tu l'as dit tantôt, ils n'ont pas ça ouvertement. Mais il faut que ça soit justement quelque chose qui soit le plus ouvert possible. Donc, si on veut se protéger du futur, idéalement, il faudrait travailler davantage. Ça en fait partie des conférences que je dis parce que j'amène la réflexion. Est-ce qu'on peut travailler de façon ouverte, avec des sources ouvertes de code et avec une idée, une approche ouverte? OK, le fabricant A le fait différent du fabricant B et C, mais fondamentalement, ils prennent toutes la même approche. Je prends exemple le port ODB2. Ben, la technologie qui est à l'intérieur, elle a été ouvertement distribuée sur tous les véhicules. Parfait. Mais saviez-vous qu'il y a des pare-feux, des firewalls pour les ports ODB2 qui nous empêchent d'avoir des commandes extérieures pour venir influencer le véhicule de la mauvaise façon. Je les ai vus en Israël, ça, ces genres d'applications-là, et c'est une façon de se protéger pour se prémunir quelqu'un qui voudrait nous induire du code malveillant. Alors, il y a des techniques de protection qui se vendent comme ça. Mais là, il y en a qui vont dire, il y a un antivirus, des firewalls pour des véhicules automobiles. Ça va sûrement s'en aller là. Bien, c'est déjà là. Okay. Puis en fait, de plus en plus de manufacturiers délaissent le port OBD2 et développent leur propre port.
C'est ça qui est- Justement. Et là, ça coûte une fortune à l'industrie, bon, Exactement. etc. Ils referment un peu les Exactement. taux, et là, tu es obligé d'aller vers ce concessionnaire-là au lieu d'être ouvert, puis tout le monde peut à ce moment-là avoir un effet. Donc, je parle de ces éléments-là, Antoine, à ta question, puis j'aime beaucoup informer, mais surtout amener les gens à avoir une bonne réflexion pour se préparer à demain, et c'est comme ça qu'on va être prêt. On va être rendu à la super question, Antoine. Vas-y donc. Oh non! Dans le contexte de notre sujet d'aujourd'hui, quelle est la pire erreur que les gens font lorsqu'ils achètent ou vendent une voiture? C'est encore là, de ma perspective électronique, là, c'est de ne pas poser assez de questions sur qu'est-ce que va faire le véhicule, comment, électroniquement parlant. Les gens oublient on parle depuis tantôt, un véhicule doit servir idéalement à déplacer du point A au point B. Mais durant ce déplacement-là, le véhicule va faire quoi pour nous, mais il va faire quoi vers l'extérieur? Donc, documentation à outrance. C'est bien le fun de dire par l'application, là, on peut faire partir à distance le véhicule, puis on sait que le véhicule, les portes sont barrées ou pas, mais on ne sait jamais l'application, si elle est bien ficelée ou pas, qui l'a vérifié, qui l'a fait, la sécurité de cette application-là. Donc, c'est de minimiser l'information qu'on va donner à cette compagnie, à cette application. Parce que si vous voulez garder votre vie privée, le peu qui nous reste, là, ben, minimisez vos interactions en donnant de l'information comme ça. Lorsqu'on achète un véhicule, ben, c'est aussi de demander qui l'avait, sans nommer le nom, mais est-ce qu'il y a une autre personne qui l'a enregistré avec le fabricant? Et après ça, se désenregistrer, ça serait important, parce que tu l'as dit tantôt, Antoine, l'idée de savoir que ton véhicule, il est en train de charger, mais c'est ton ancien véhicule par le compte. Fait qu'il faudrait être capable que soit le vendeur fasse le lien avec le fabricant, ou du moins le fabricant ait une facilitation pour pouvoir désengager le véhicule, le désassocier, je devrais dire, de l'ancien propriétaire. Je pense que ça serait le manufacturier à faire cet ouvrage-là. Je prends l'exemple, j'ai vendu mon Tacoma que, présentement, je me connais dans mon téléphone chez IO aux États-Unis en live, puis il n'est même plus à moi la voiture. Voilà. Ça devrait être le manufacturier qui devrait s'occuper de... Et c'est là, je te rejoins, Jonathan, que le gouvernement devrait, dans ses lois de la protection du renseignement personnel, forcer les fabricants. Mais quand on ne fait pas de plainte en passant, c'est même plus dans le même pays. C'est ben pas non. des farces, en plus, là, tu sais. Fait que c'est là, il faudrait leur dire que, le droit à la désassociation, en passant, c'est un des avenants de la loi 25 au Québec. Fait que si vous faites une plainte à la Commission d'accès à l'information du Québec à cet effet-là, il devrait être capable de vous aider ou du moins recevoir votre plainte, parce que ça fait partie de la loi. Mais qui va faire respecter la loi du Québec vers un fabricant américain? C'est là. Voilà. L'élément que tu n'as pas mentionné, puis que je trouve peut-être intéressant d'amener comme solution alternative aussi, c'est que lorsqu'on achète un véhicule, on signe des formulaires de consentement de partage d'informations ou de refus de partage d'informations. Ça, c'est un élément qui est important. Mais dans Après ça... Tu as raison. Puis dans le refus, par contre, on n'a pas moyen de vérifier s'ils le font ou le font pas. C'est ça. Fait que, il y a un élément de confiance à avoir avec le marchand. Oui, mais tout le monde fait confiance aux vendeurs de chars. Oui, parce que c'est écrit, parce qu'on a signé en bas de la feuille, ils devraient respecter leurs engagements. Ouais. Mais encore une fois, je reviens avec des rapports d'évaluation qui ont été faits antérieurement. Ils ne suivent pas trop. Ils ne respectent pas les engagements. Là. Fait que c'est là qu'il faut faire plainte et les instances gouvernementales sont là. Mais aussi Option Consommateur, protégez-vous, sont là aussi pour aider le consommateur face à ces éléments-là. Ouais. Ce sont des organismes à but non lucratif qui vont défendre le consommateur, qui ont une bonne force de représentation si le gouvernement n'est pas là. Alors, c'est de se revirer vers eux autres aussi quand on a une doléance à faire connaître. Et je crois que ça va aider. Mais en même temps, si tout le monde garde ça pour soi, il ne se passera rien. Il faut en faire à ce moment-là un dévoilement. Puis en passant, ben c'est pas Facebook qui va vous aider, je vous le garantis, parce que Facebook, eux autres, ils n'en ont rien à cirer de ça. C'est clair. On y voit quelques questions en rafale. OnStar, est-ce que c'est une technologie qui est dépassée? Oui, le concept il était très bon. Je me souviens toujours de la publicité avec Batman là, qu'il appelait OnStar. Bon, ça a marqué, ça a ouvert un peu les horizons. Ça a du bienfait pour sauver des gens, donc détection de crash, etc. Mais de son idée originale, il y a plusieurs versions qui ont sorti depuis. Ouais. Fait que oui, ça a évolué. Est-ce que c'est bon pour sauver quelqu'un? Moi, je dis que oui, ça a sa place. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des éléments à faire attention à l'utiliser et à s'abonner avec ces services-là. Le constructeur qui enfreint le plus les matières en confidentialité? 80% de tous les manufacturiers dans le monde ont enfreint ces politiques de protection de la vie privée des gens en revendant sans consentement l'information. Puis ça, c'est Mozilla dans son rapport de septembre 2023 qui l'a dit.
Wow. Est-ce qu'un assureur peut recueillir des données de la part des constructeurs automobiles pour en connaître davantage sur les habitudes d'un conducteur? Il essaye bien fort. Et c'est là que les fuites d'informations sont très attrayantes pour ces compagnies-là. Ils ne diront pas qu'ils ont été capables d'aller sur le dark web chercher la fuite d'informations de CDK ou la fuite d'informations de d'autres manufacturiers. Ouais. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Là. Jaguar, dans les derniers qu'on a appris récemment que de l'information qui a fui et toutes les autres. C'est pas grave, ils ont vendu 6-7 autos l'année passée. Oui, ça, c'est une autre affaire. Mais fondamentalement, les compagnies d'assurance ne sont pas fous non plus. Là. Ils vont aller faire la prospection d'informations. Ils vont apposer ça à un modèle, là, c'est-à-dire à une documentation d'un usager, d'un client. Et après ça, le client, quand il dit « Hey, comment ça tu as augmenté ma prime? » Ah, bien là, on a été mis au fait de certaines informations. Il ne dira jamais où. Mais on a été mis au fait de certaines informations qui laissent croire que votre dossier, selon la région, vous êtes un profil à risque. Oui. C'est ça comment, tu sais? Fait que c'est là que ça devient négatif contre nous autres. Et davantage, ils vont vouloir, eux autres, modéliser selon, justement, les pratiques de l'assuré. Puis c'est là qu'il faut magasiner. Mais en même temps, c'est une industrie, j'aime dire, incestueuse. Parce que si on fait faire une évaluation à une place, le registre central détient beaucoup d'informations que tout le monde, à partir de là, s'inspire. Je trouve que c'est un modèle qui est révolu et qu'avec la quantité d'informations qui circulent à gauche et à droite, on devrait avoir plus de choix, mais surtout plus de malléabilité quand on fait notre demande. Effectivement. Quand on ajoute un champ neuf, aujourd'hui, est-ce qu'on est systématiquement géolocalisé par le manufacturier de votre? Une fois qu'on active les logiciels et que les logiciels sont identifiés à nous, le nouveau propriétaire, la réponse est oui. Automatiquement, on connecte notre téléphone avec le... Sans dire le téléphone, ça va être souvent le véhicule lui-même de façon autonome qui va faire cette géolocalisation-là parce qu'il va avoir une capacité cellulaire avec laquelle il va faire la transmission d'informations. Quasi assuré aujourd'hui, moi je l'assume de même, que tous les véhicules maintenant ont une radio cellulaire à l'intérieur qui permet aux manufacturiers de pouvoir faire une interaction, ou du moins recevoir les données pour être en mesure de documenter ce véhicule-là. Ah oui, ils font des mises à jour info-nuagiques, ils font toutes sortes n'importe de trucs. Quand. Et après ça, bon, quand l'usager s'associe avec le véhicule, l'application, etc., bien là, ils font 1+1. Là. Wow. Est-ce qu'on peut exiger en tant que consommateur de la part d'un constructeur automobile, accessoirement du concessionnaire, qu'on ne partage aucune donnée nous concernant? Eh boy, ça c'est tout un défi. C'est un bon défi, je lance à n'importe qui, mais la façon que les choses sont faites, quasi impossible. On est rendu là. On est rendu là. Je vous mets au défi de faire la même chose avec votre téléphone cellulaire versus une plateforme de médias sociaux. Il y a un minimum qui va être exigé pour faire l'échange d'informations, amener le fonctionnement de base. Au-delà de ça, je vous le dis, ça va être très difficile parce qu'à travers cette chaîne-là, de l'utilisateur jusqu'au fabricant, là, à travers de ça, il y a un paquet de monde qui ne sait pas en tout comment gérer ça. Puis vous allez être découragé à poursuivre les démarches. Là. J'en parle de façon personnelle. Et je ne pense pas qu'il y a une finalité capable de dire OK, on vient comme si c'était analogue, vous ne savez rien, moi je m'en sers, puis tout va bien. Non, ils vont forcer la note. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Non, moi, il faut se battre là-dessus, Antoine, parce que je suis de cette trempe-là, ça va dire. Mais encore une fois, je n'accepte pas qu'on se fasse pousser ça dans le fond de la gorge et que ça devienne ça la norme. Il y a moyen de faire autrement. Mais cependant, dans l'immédiat, lorsqu'on veut acheter un véhicule neuf, le concessionnaire, lui, c'est ça qu'il a à offrir. Comme consommateur, on a le choix. Est-ce qu'on choisit ce qui nous est présenté ou on va ailleurs? Je te donne l'exemple par rapport à un véhicule électrique, mon diesel. Bien, tant que je ne vois pas un constructeur qui va m'offrir 1200 km d'autonomie, là, j'ai pas les attentions. Il ne m'attire pas. Mais qui commence à avoir une bonne autonomie au-dessus de 1000 km, là, je vais les écouter. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Après la plupart des conférences que tu as faites, c'est des gens qui sont déjà venus et dire hey, j'ai tellement appris aujourd'hui que j'aurais mieux rien savoir de ce que tu m'as appris. Tellement que ça va loin aujourd'hui. Là. Souvent, c'est pour ça que je disais tantôt, j'étais un petit peu le mouton noir là-dedans parce que là, je pète la balloune de bien du monde. T'sais. Les gens, parce que ça va bien, pensent qu'ils comprennent, ils maîtrisent la situation. Mais quand tu comprends un peu mieux les choses autour d'eux, de la personne, les outils qu'ils ont entre eux autres, là, ça dérape. Ça dérape dans le sens que, holy shit, ah oui, ça me documente, ça fait ci, ça fait ça.
Fait que là, les gens sont là, ils disent, j'aurais jamais dû t'écouter parce que là, ils revoient leurs environnements d'une autre façon. Alors, malheureusement, c'est pour ça que j'écoute pas le hockey fin de semaine. Je veux dire, je vais là-dedans, j'explore les technologies, je vais dans les forums de hackers, j'essaie de comprendre en amont qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se développe, les groupes de cybercriminels, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils veulent s'attaquer demain matin. C'est comme ça, j'anticipe la menace. Mais c'est ça mon travail. Mais c'est après ça, je suis capable de le répondre et de dire aux gens, portez attention, regarde, c'est ça qui va se faire, puis c'est comme ça qu'ils le font. Les gens vont pouvoir avoir un choix. Un peu comme on disait tantôt, là, si tu veux acheter ton véhicule, tu as le choix. Mais là, tu as le choix de prendre la technologie ou pas. Et sinon, comment je peux l'utiliser avec un degré moindre de risque? Ça se fait aussi de cette façon-là. Il faut être capable d'évaluer le risque pour le réduire à un niveau acceptable. On est désolé auprès de notre auditoire s'ils sont plus malheureux après l'écoute de ce podcast-là, mais ça va peut-être éveiller quelque chose chez bien des gens. Nous autres, on était des imbéciles heureux avant de le rencontrer. Maintenant, on est des gens plus informés, mais un peu moins heureux. C'est comme ça. Alors, merci beaucoup, Steve, d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Puis évidemment, on invite les gens à redoubler de prudence. On espère aussi qu'il y aura légifération dans une certaine mesure, parce que là, le partage de données s'est rendu complètement fou, là. On s'en rend même pas compte. Et le seul fait d'y penser, ça fait peur. Ça fait peur, mais en même temps, on pourra s'en faire un autre podcast puis en faire une élaboration d'un projet de loi. Qu'est-ce qu'on souhaite que les données soient ça pourrait être bon, ça. Ouais. Bien, ça serait une belle Parce qu'il y a des réflexion. bons et des moins bons côtés. C'est ça, l'affaire. Oui, exactement. Fait que je pense que ça ferait l'objet d'un autre débat ensemble, là, puis on pourrait faire quelque chose, puis après ça, envoyer ça à un député, puis qu'il le présente en chambre. Là. Ça serait pas pire, ça. Bien, merci beaucoup, Steve. All right. Bonne journée.